L'aile ou la cuisse, Rabbi Jacob, la boum, le grand blond, Diva, la chèvre, tant de succès avec un point commun, Vladimir Cosma. La musique de Vladimir Cosma. Incroyable. Vous accompagnez les plus grands films, les films les plus populaires du cinéma français depuis si longtemps, Vladimir Cosma, qu'on attendait ce livre avec impatience. Le voilà. Mes mémoires, du rêve à reality, évidemment, du titre de cette chanson qu'on écoutera tout à l'heure. Mais on va entendre... Tiens, Tom Sawyer, c'est pas attendu ça, mais c'est un moment dans votre vie qui déclenche tout. Très important, oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette musique de Tom Sawyer? Écoutez, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'était produit par un producteur qui était extraordinairement connu à l'époque, Henry Deutschmeister. Il avait la Franco-London Film et il produisait les plus grands films, etc. Et puis, il a produit un film dont il a demandé la musique à Michel Legrand. Michel Legrand, c'était le plus vieux métier du monde, ça s'appelait le film. Michel Legrand ne pouvait pas le faire complètement parce qu'il partait en Amérique, etc. Il m'a demandé de l'aider et d'écrire une partie de la musique. Et si vous voulez, j'ai fait cette... Et il s'est réservé les génériques et un certain sketch, parce que c'était un film à sketch. Bon, j'ai fait les musiques, il se fait que les génériques et le sketch, il les a lui fait et il a enregistré ça avec des percussions toutes seules. Et ça n'a pas plu au monteur. Il y avait un vieux monteur, un juif russe qui s'appelait Boris Levin. Il était dans la cabine, il écoutait ses percussionnistes faire les génériques, il n'aimait pas. Il disait qu'est-ce que c'est que ça? Et le lendemain des enregistrements, je reçois un coup de téléphone de la mère de Michel Legrand qui me dit, monsieur Cosma, qu'est-ce qui s'est passé hier à l'enregistrement, puisque Legrand n'était pas là, il était en Amérique. Ben, j'ai dit rien, on a enregistré les musiques, ça s'est bien passé, mais parce que il n'aime pas les génériques et tout ça, il voudrait qu'on refasse les génériques. Bon, ben, j'ai dit oui, parce que ça a été fait avec des percussions et il n'y avait pas de mélodie, il n'y avait pas de ça, alors le monteur n'a pas aimé. Mais ils veulent refaire ces génériques. Or, Michel ne peut pas venir puisqu'il est en Amérique. Et alors, ils ont dit que si on ne refait pas ces musiques, ils enlèvent toute la musique, ils font venir Georges Delerue pour refaire la musique du film. Bon, drame, ouais. Drame terrible. Alors, j'ai dit ça à Michel, qui m'a dit, essayez d'appeler Cosma et de voir s'il peut aller refaire le générique et quelques musiques. Bon, donc c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a mis en rapport avec M. Deutschmeister, qui avait adoré la musique que j'ai faite. Et il m'a dit, écoutez, la musique que vous avez faite, vous êtes le plus grand compositeur que j'ai connu dans ma carrière. À partir de maintenant, vous allez faire toutes les musiques des films que je produis. Et je viens de finir un film maintenant qui s'appelle Tom Sawyer pour la télévision. C'est vous qui allez faire la musique. Incroyable. Si vous voulez. Bon. C'est comme ça que je suis entré sur le Tom Sawyer grâce à cette histoire. Et je me rappelle que ça coïncide avec ma première rencontre avec Joseph Cosma. Oui, on vous confondait d'ailleurs. Oui. Hein. Un jour, on... Alors, je vais à la projection... Joseph Cosma qui a écrit Les Feuilles Mortes, qui a écrit les tas de tubes. Qui était un grand compositeur, mais qui était un peu vieux, un peu passé de mode. Et donc, j'arrive à cette projection et je vois un vieux monsieur qui était là. J'étais avec lui un quart d'heure avant. Puis, il y a Deutschmeister qui arrive. Il voit Joseph Cosma. Il dit « Ah, Joseph, comment ça va ?» Et il est un peu gêné. L'autre dit ben, « Ça va, je suis venu pour la musique du film et tout ça. » Mais pourquoi? Ben, on m'a appelé pour la musique de Tom Sawyer. Ah, mais il y a une confusion, il y a un malentendu de nom. C'était Vladimir, je vais te présenter un jeune compositeur nouveau que tu vas connaître maintenant. Et il nous présente tous les deux, vous voyez, Joseph Cosma un peu catastrophé, parce qu'on l'a fait venir de Nice, il était à Nice, il est venu pour la projection du film.
il tombe sur moi, on dirait un gag, quoi. Et voilà les débuts dans le cinéma. Dans le cinéma. Ouais. Tiens, une autre musique. Celle-là, elle est aussi déterminante. Vous les reconnaissez comme ça tout de suite, vos musiques? Évidemment. Bien sûr, c'est Alexandre le Bienheureux. C'est la rencontre avec Yves Robert. Oui, c'est la qui est très importante. Le début de Philippe Noiret. C'est essentiel, essentiel. Écoutez ça. C'est absolument magnifique. D'ailleurs, Isabelle Aubray chantera un des la chanson du film. Et alors, je dis ça parce que on parlait tout à l'heure de Michel Legrand. C'est vrai que Legrand est à la base de tout ça, y compris de la rencontre avec Yves Robert. Et bien sûr, puisque je travaillais depuis 5 ans, je travaillais comme assistant de Michel Legrand. Et la rencontre avec Yves Robert s'est faite parce que Legrand n'a pas pu faire Alexandre le Bienheureux. Il partait en Amérique s'installer définitivement. Et j'ai assisté au coup de téléphone d'Yves Robert. J'étais chez Legrand 2 jours avant son départ en Amérique. Je devais partir avec lui. J'entends le téléphone, ça va, Michel, etc. Bon, voilà, j'ai un film. Legrand qui lui dit, mais cher Yves, malheureusement, je ne peux pas le faire. Je pars à Hollywood et je n'ai pas matériellement la possibilité de le faire. Et alors j'entends par le haut-parleur, mais il y avait avec toi un jeune qui travaillait là. Est-ce que lui il serait pas libre peut-être pour faire la musique du film? Legrand qui dit mais non, il part avec moi, on part ensemble et il pourrait pas le faire. Moi quand j'entends ça, mon cœur se met à battre. Je me dis mais voilà la chance de ma vie, je peux pas le faire. Et quand il raccroche, je dis à Michel, mais ça serait formidable si je pourrais rester 1 mois pour faire la musique de film. Après, je viendrai en Amérique avec vous, mais au moins faire une musique complètement à mon nom, etc. Alors, il a un moment d'hésitation, il prend le téléphone, il fait le numéro. Yves, bon, voilà, tu as un crayon, marque Vladimir Cosma, 15 rue Jean-Jacques Rousseau, Paris 1er, il téléphone un tel. Il me dit, voilà, je te fais un beau cadeau. Voilà. Quel cadeau. Et quel cadeau vous lui avez fait? On parlera tout à l'heure des autres films pour Yves Robert, Le Grand Blond et bien sûr tout ça. On va entendre Clérambault, tiens. Ça, Clérambault, ça compte. La musique qu'on va entendre, servie de générique pour Monsieur Cinéma, émission de Pierre Tchernia. Écoutez ça, c'est quand même... Oui, c'est un instrument spécial que j'en utilisais pour la première fois au cinéma. Et ça, c'est le chromorne. C'est l'ancêtre du hautbois. Oui. Avec, vous dites dès le début, un principe, vous dites un thème, une musique de film et un instrument. C'est-à-dire que j'ai essayé de me trouver un style, justement pour qu'on me critique pas que je fais du Legrand. Alors comme Legrand, c'était souvent les grands orchestres, les violons, les trucs lyriques, je me suis dit, je vais faire une musique qui aura une couleur chaque fois différente, avec un instrument différent, assez rarement utilisé, et je ne ferai pas des variations sur le thème. Au cinéma, souvent il y a un thème, on le joue au hautbois, après au piano, après à la guitare, après tout ça, le même thème. Bon, je me suis dit, je vais faire un thème qui aura une couleur propre et ça sera tout le long du film. Alors le problème, c'est que ça ne devienne pas ennuyeux, que ça se répète toujours. Ça, c'est l'art et la difficulté de la chose. Oui, on entend, tiens, Clérambault. On va écouter une autre musique, là, c'est la rencontre avec Pierre Richard, avec qui vous allez faire plein de films. Ça, c'est Le Distrait, première réalisation de Pierre Richard. Ça aussi, c'est une rencontre importante. Oui, mais à ce moment-là, Pierre Richard n'était pas indépendant. C'était des films qui étaient toujours produits par Yves Robert et conçus par lui. D'ailleurs, vous voyez dans ce film, Le Distrait, j'utilise le saxo sopranino, qui est un instrument un peu clownesque, quoi.
Et c'est la première fois où je mets en pratique ce concept d'un instrument pour un film. Dans le distrait, il y a tout le temps ce thème et cet instrument. Ouais. Et notre film avec Pierre Richard, c'est Les Malheurs d'Alfred. On entend d'Alfred. Alors là, vous imaginez ces voix suaves qui disent Alfred. Écoutez ça. On imagine que le film va démarrer, là. On est dans l'ambiance. C'est ça qui est fou. C'est qu'au fond, ça y est, là, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie à ce moment-là, Vladimir Cosma. Évidemment, il se passe l'essentiel, quoi. Le début de l'aventure musicale pour le cinéma. Oui. Je voudrais quand même qu'on rappelle d'où vous venez, Vladimir, parce que vous le racontez dans ce livre. Vous venez d'une enfance où vous admiriez Staline. Non mais vraiment. Vous étiez en Roumanie, hein, un père assez musicien et volage, mais musicien formidable. Mais attendez, vous présentez d'abord mon père. Je ne vivais pas en Roumanie, je suis né en France. Et je suis allé en 1939. Le père de mon père est mort. Et donc, mon père qui vivait à Paris, qui s'était installé à Paris depuis 1920-25, il a fait le lycée à Paris. C'était son rêve de vivre en France, c'était son rêve que son fils, ça veut dire moi, fasse sa vie musicale et tout ça à Paris. Donc on est revenu en Roumanie en 1939 à l'enterrement de son père. À ce moment-là, la guerre a éclaté, la guerre avec les Allemands, les frontières sont fermées et on n'a plus pu sortir. Donc on a été enfermé là-bas. Mon père a fait une carrière formidable en Roumanie, puisqu'il était musicien lui-même. Il est devenu directeur de l'orchestre d'État d'Electricord. Et moi, j'ai fait le conservatoire, toutes mes études en Roumanie. Maintenant, vous parlez de Staline. Staline nous a libérés des fascistes, puisque la Roumanie était comme la France, un pays occupé par les fascistes. Et avec Pétain, ici, là-bas, c'était d'autres du même genre. Donc pour nous, quand Staline est arrivé avec lui, les Russes qui sont arrivés, ils sont arrivés en libérateurs. Donc ils nous ont libérés du fascisme. Évidemment, ça a été remplacé par le communisme. Oui, mais à un moment donné, vous allez être obligé, vous le racontez dans ce livre, de faire votre mea culpa public en disant oui, j'aime Debussy, oui, j'aime le jazz, ce ne sont pas des bonnes musiques qu'il faut aimer, je le reconnais, je ne suis pas un bon citoyen. Non, il ne faut pas exagérer. C'est vrai que j'ai aimé le jazz, j'aimais pas la musique qui était forcément celle qui était propulsée par le régime, etc. Mais c'est pas gravissime, quoi. C'était pas... Ici aussi, on vous critique. Quand je fais une musique qu'on n'aime pas, on ne l'apprend pas. On me dit c'est pas ce qu'on aime. On avait le droit d'aimer Ravel, comme vous aimiez Ravel. Oui, comment ? Vous aimiez Ravel. On avait le droit d'aimer Ravel à ce moment-là, en Roumanie. On avait le droit, mais c'était pas. Il valait mieux aimer Prokofiev ou Shostakovich ou des compositeurs locaux. Mais si on jouait le boléro, ça faisait un succès monstre, quoi. Oui. C'est-à-dire que on essaie de caricaturer tout. J'ai essayé d'expliquer dans mon livre la vérité, parce que en fait, j'ai eu une jeunesse heureuse en Roumanie. J'ai fait le conservateur, j'ai écouté les plus grands musiciens. Aujourd'hui, il y avait des concerts avec Prokofiev. Demain, c'était Sviatoslav Richter, Oistrakh, Shostakovich, tout ça. Ils étaient tous les jours là-bas. Je ne manquais pas de musique ou de culture. Oui. Bon, mais il y avait un peu moins. Il y avait ceux qui n'étaient pas bien d'aimer, c'était les courants dodécaphoniques ou la musique un peu intellectualisante, qui n'avait pas de mélodie, qui n'avait pas de... D'ailleurs, en Russie, il y avait un rapport très très connu à l'époque qui avait été fait par Zhdanov, qui était un grand communiste, qui avait critiqué tous les compositeurs, même russes, même Prokofiev, même Shostakovich, tout ça, qu'ils font de la musique qui n'est pas pour le peuple. C'est-à-dire, il disait, il faut
faire de la mélodie, il faut pas faire une musique incompréhensible, etc. Oui. Or, donc, tous ces grands compositeurs, Khachaturian, tout ça, ils ont tenu compte de ça. Et tous les chefs-d'œuvre qu'on joue maintenant à l'Occident, qui sont formidables, de Shostakovich ou de Prokofiev, etc., bon, sont faits dans cette période, dans ce pays-là. Oui. Shostakovich a eu 5 fois le prix Staline. Il était l'homme du régime. Maintenant, on essaye de le montrer qu'il a souffert, qu'il a eu ça, qu'il a été critiqué. Enfin bon, d'accord, il a été critiqué, mais il a eu les plus grands prix, les plus grands honneurs, et il a écrit de la musique toute sa vie. Oui. On va entendre une musique qui, là, va changer votre vie. On le disait, mais alors là, c'est définitif, c'est celle-là. Parce que Le Grand Blond, évidemment, avec une chaussure noire, de Yves Robert, c'est aussi cet instrument-là, et c'est Georges Zamfir, Flûte qui est de un Pan. Roumain comme vous, que vous allez révéler à ce moment-là. Écoutez cette musique. Là, vraiment, Vladimir Cosma, ça, c'est le début de tout. C'est début, mais en fait, c'est l'aboutissement de l'idée que j'avais eue au début. Vous vous souvenez que je disais, il faut un instrument pour un film, un thème original, etc. Bon, ça, c'est l'aboutissement de ce concept, cette musique-là. Oui. Mais vous remarquerez que je n'ai jamais réutilisé la flûte de Pan. C'est-à-dire que quand j'ai une idée et que je trouve un instrument, jamais je le reprends. Je ne fais pas un commerce de ça, ou je ne fais pas une espèce d'industrie de l'originalité, quoi. Je trouve une idée, elle est bonne, bon, ben c'est vu et c'est fini, quoi. Quand je repense à la Roumanie, quand je repense à cette enfance, vous étiez là, vous aviez envie, vous rencontriez alors les artistes français qui venaient là-bas. Ah oui. Il y avait Catherine Sauvage, Yves Montand. Oui, Et alors, vous êtes les amené- artistes un Ouais. peu communistes, un peu, qui étaient un peu du côté de ce qu'on n'aime pas ici, c'est-à-dire du côté des Yves Montand, Catherine Sauvage, Jean-Claude Pascal, tout ça, c'était des gens qui donnaient des concerts dans des stades en Roumanie devant 80 000 personnes. Ouais. Donc vous faisiez les arrangements pour eux. Je faisais les arrangements, j'étais le jeune qui était un peu à la mode, qui était le plus à la mode en Roumanie à ce moment-là. Donc ils me demandaient tous, je faisais les tournées avec eux, et pendant les tournées, ils me montraient les musiques et je faisais des arrangements qui parfois sont sortis à l'Occident sur des disques qu'ils ont enregistrés après. Ouais. On va entendre une note de vos musiques les plus célèbres. Et là, je dis, il y a quand même l'influence de votre origine. C'est Rabbi Jacob. Quand vous faites cette danse de Rabbi, il y a quelque chose, évidemment, de vos racines. Écoutez, ça c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer, d'expliquer aux gens. Vous savez, ça devrait être une musique de tendance juive, puisque c'est un sujet juif avec une musique juive, etc. Pour moi, la musique juive n'existe pas en tant que folklore. Il n'y a pas de folklore juif, puisque les juifs n'ont pas eu un pays, un seul pays. Il y a des juifs de Roumanie, il y a des juifs de Turquie, il y a des juifs de Maroc, il y a des juifs partout. Et partout, leur musique est très influencée par la musique locale. C'est-à-dire cette musique de Rabbi Jacob est très très inspirée par la musique roumaine. Pas par la musique juive, puisqu'il n'y a pas de musique juive. Il y a une façon d'interpréter qui s'appelle klezmer. Vous voyez, les musiciens qui jouent, les juifs qui jouent de la musique, ils l'interprètent d'une certaine manière, avec un vibrato, avec des fioritures qui la rendent un peu juive. Mais à l'origine, c'est une musique des paysans de Roumanie. Vous voyez, donc ça n'a rien de juif. Pam, 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 pam. Écoutez, écoutez, écoutez. Alors, non mais c'est vrai que De Funès va venir chez vous, c'est vous qui allez lui expliquer comment on danse. Ben oui, mais c'est pas pour autant que De Funès est juif, parce qu'il danse une danse juive. Il était pas. D'ailleurs, il y a très peu de juifs dans le Rabbi Jacob, dans les acteurs et tout ça. Oui, il était comment De Funès quand vous lui dites il faut danser comme ça mais...
Non, De Funès, c'était un homme très sérieux. Quand vous le rencontrez dans la vie de tous les jours, vous ne direz pas que c'est un comique, que c'est un comédien pour faire rire. Alors que Pierre Richard, oui, il fait des gags, ou Coluche, tout ça sont des gens plaisantins, pas du tout De Funès, très très sérieux, très réglo. Il venait, c'était un grand monsieur, quoi. Il venait. On travaillait les pas de danse avec les chorégraphes et moi au piano. Et voilà, il faisait tout ça. Je me demandais même, parfois, je me disais, mais les gens ne vont pas rire, il n'y a rien à rire là-dedans, puisqu'il fait des mouvements, il danse, etc. J'ai découvert son invention et sa génialité au moment du tournage du film. Ouais. Quand je me suis trouvé la rue des Rosiers avec toute l'équipe et que Gérard Roudy a dit moteur, et puis la scène a commencé, j'ai vu un De Funès complètement déchaîné qui a fait des prises, 5 fois il a dansé là-dedans, chaque fois différemment, avec des mimiques, des gags, des trucs qu'il a inventés sur le champ, sur la base de ce qu'il avait appris à la maison. C'est-à-dire il avait la base technique bien en place, mais sur ça, il apportait des choses extraordinaires, une invention formidable. Mais une fois la danse finie, il devenait sérieux. On rigolait plus, là. Et d'ailleurs, il va vous envoyer une lettre, et vous la publiez dans ce livre. Oui. Il vous dit, après avoir vu pour la première fois le film, Rabbi Jacob, les aventures de Rabbi Jacob, il vous dit, cher Vladimir, votre musique m'a ému aux larmes. Et c'est venant d'une musique de comédie. Oui. Et venant de Louis de Funès, c'est le plus beau des compliments. C'est extraordinaire, oui. C'est une lettre qui m'est restée comme un souvenir, un des plus beaux souvenirs de ma vie de musicien. Puisque moi, j'étais pas connu, j'étais rien du tout. Enfin, je commençais à être quelque chose. Mais lui, c'était une vedette consacrée, énorme. Moi, je le voyais quand j'étais enfant en Roumanie. J'allais voir les films de Funès quand ils arrivaient. J'allais les voir 20 fois pour voir une petite scène de 10 secondes, parce qu'il jouait tout, il n'était pas encore la vedette qui est devenue après, et il faisait des petites interventions très brèves j'ai vu La Belle Américaine, par exemple, 20 fois pour voir les petites interventions de Funès, tellement je trouvais ça génial, et jamais j'aurais rêvé qu'un jour j'écrirais de la musique pour lui. Ouais. Volpone, ça c'est encore un autre style. Ça, c'est important aussi d'entendre ça, parce que c'est une musique de scène, de ballet, que vous allez composer. Pour la comédie française. Pour la comédie française. Oui. Et qui rend donc cette image, on peut vous dire, oh, vous êtes un musicien de comédie. Qu'à un moment donné, vous avez envie de dire, voilà, je veux faire un peu aussi autre chose. Écoutez, j'ai fait de la musique de comédie, mais c'est pas de la musique comique. Ouais, on peut pas dire que Le Grand Blond avec une chaussure noire, c'est une musique comique, ou le Rabbi Jacob ou tout ça. Puisque je n'ai jamais considéré qu'il existe un genre, la musique de film. C'est-à-dire qu'il existe un genre, musique comique ou musique... pour moi, la musique, c'est abstrait. C'est-à-dire que ça ne décrit pas quelque chose. Je ne veux pas que ma musique décrive ce qu'on voit dans le film en question. C'est pour ça que je peux me permettre, dans Le Grand Blond, de mettre une musique mi-juive, mi-gitane, sur une scène qui n'a rien à voir. Mais Weber, le scénariste, n'appréciait pas. Il dit, mais qu'est-ce que c'est cette musique de mariage? Moi, je veux une musique de James Bond. Mais parce que lui, pour lui, c'est pas un spécialiste, un fou de musique. Pour lui, la musique doit décrire justement quelque chose. Et là, elle devait décrire un espion, un faux espion, qui vient dans un aéroport qu'on prend comme un espion. Donc pour lui, une musique de James Bond, c'était quelque chose dans ce genre. Et moi, faire un pastiche ou une copie de quelque chose qui a été fait, ou faire de la musique descriptive, était tout le contraire de ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, mais je me tue si je fais ça. C'est plus de la musique, c'est du pastiche musical, c'est à la manière de tout ça. Donc je me suis dit, mais un espion ne vient pas forcément d'Angleterre, n'est pas forcément James Bond. Un espion peut venir du froid. C'est l'espion qui vient du froid.
Et je ne crois pas qu'il y a une personne dans le public qui a vu le film, qui en entendant ma musique s'est dit « Ah ben cette musique, elle vient du froid, l'espion vient du froid ». Non, mais ils ont entendu une musique qui leur a suggéré, qui les a choqués et qui les a intrigués. Ouais. Et voilà. Il y a, tiens, Pascal Thomas, formidable, Les Oiseaux. Alors c'est un jeune réalisateur à ce moment-là, c'est ses débuts. Bon, Les Oiseaux, c'est un film qui raconte l'enfance, mais il fallait avoir du culot pour dire je vais faire la musique de ce film. C'est-à-dire que à l'époque, c'était Albina de Boisrouvray qui m'avait appelé. Je connaissais pas Pascal Thomas. Et vous savez, c'est pas nous compositeurs qui allons chercher les films ou que choisissons les films. C'est les metteurs en scène qui disent, qui viennent vous chercher parce qu'ils trouvent que vous allez leur apporter quelque chose. Donc, cette fois-ci, c'était ni moi, ni le metteur en scène, c'était la productrice Albina de Boisrouvray qui m'a appelé. Il m'a dit, écoutez, je viens de faire un film. Ça devait être un film un peu léger, un peu sexy, avec des filles, des jeunes, des garçons. Et c'est pas du tout ça. Il a fait un film ennuyeux. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de tout ça. J'aimerais que vous veniez avec votre musique donner un peu de piment. Ça donne ça, t'as écouté, on croirait que c'est une chanson à l'italienne. Hein. Oui. Écoutez. Marino Marini, ça. C'était dans Pleure pas la bouche pleine, c'est le film suivant. Oui, toujours de Pascal Thomas. Oui. Et alors là, vous montrez combien vous aimez l'aventure musicale. Il faut rappeler, quand vous débarquez à Paris, c'est Jean Vienner, Nadia Boulanger. Ce sont des grands noms comme ça. Peut-être que les gens ne connaissent pas aujourd'hui. Ce sont des noms déterminants dans votre vie. Quand je suis venu en France, il y avait 4 ou 5 personnes que je voulais absolument rencontrer, qui étaient pour moi des phares comme ça. Un, c'était Nadia Boulanger. J'avais une lettre de recommandation pour elle de mon professeur de Roumanie qui m'envoyait vers chez elle. Une autre, c'était Michel Legrand, parce que je voulais absolument le rencontrer. J'avais entendu des arrangements qu'il avait faits sur les grandes villes, Paris, Londres, etc., qui étaient formidables et qui apportaient un souffle nouveau. Et il y avait du Debussy et du Ravel dans ces arrangements de variété, alors que il anoblissait par ses arrangements les musiques qu'il arrangeait. Je voulais rencontrer Martial Solal, qui est un grand musicien de jazz et que j'appréciais énormément, et Jean Vienner, surtout Jean Vienner, qui a été le professeur de mon père dans les années 20-25, et mon père a été son seul élève. Donc Jean Vienner, qui était un personnage extraordinaire et tout ça, a accepté mon père comme élève, qui est resté son seul élève. Et quand on est arrivé à Paris, la première personne qu'il m'a amené voir, c'était Jean Vienner. Et Jean Vienner, il m'a mis au piano, il m'a demandé de lui jouer quelques thèmes pour entendre ma musique. Je lui joue et il s'adresse à mon père et il lui dit, tu sais, ton fils, c'est la musique même. C'était extraordinaire de la part de Jean Vienner. Et alors, moi, je n'avais pas entendu beaucoup de musique de Jean Vienner. On ne trouvait pas, c'est-à-dire je connaissais le Grisby, touchais pas au Grisby, tout ça, mais à part ça, je savais qu'il avait fait énormément de musique de film, mais on les trouvait pas. Il n'y avait pas de disques, il y avait tout ça. Et je lui dis, mais maître, comment on peut faire j'aimerais écouter vos musiques et tout ça. Et alors, il a eu un regard un peu triste et il regarde dans sa bibliothèque. Tu ne pourras pas les écouter parce que mes musiques sont mortes dans des boîtes en fer. Ouais, des boîtes de bobines de film. Des bobines de film. Donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte que ces musiques n'étaient pas exploitées en dehors du film. Et je me suis dit, si un jour je vais faire de la musique de film, il ne faut pas que ça m'arrive la même chose. Donc, il faut que la musique ait une vie propre et qu'elle vive de par elle-même, qu'elle puisse être jouée en concert, à la radio, à la télévision, en dehors, avec ou sans le film. Voilà, c'était déterminant parce que ça m'a ouvert la tête.
Écoutez celle-là. Alors, c'est pas un quiz, hein, de se dire, tiens, quel est le film qui se cache derrière. Quand on entend ça, on sait que ça va être une comédie. On se dit, il y aura peut-être Pierre Richard, tiens, Ouais. il pourrait y avoir aussi Jane Birkin. Et ce serait un film de Claude Zidi, avec lequel vous n'aviez pas tellement envie de travailler, parce qu'il avait fait les Bidas avant, c'était pas tellement Oui, votre truc. moi je faisais des comédies, mais des comédies de grands metteurs en scène et grands classes. Et quand Zidi m'a appelé pour le premier film qui était La moutarde me mentonnait, dont on entend des bribes de musique, mais je me disais, mon rêve c'était de faire autre chose que de la comédie, de faire aussi des films dramatiques, autre chose, de nouveau un comique, tout ça. Alors j'étais un peu négatif, tout ça. Alors là, je reçois un coup de téléphone de Pierre Richard. Il me dit, tu as tort, va voir le film et tu me diras après. Mais va voir parce que c'est exceptionnel. Et j'ai vu le film. Effectivement, j'ai trouvé que c'était un immense talent et que le film était merveilleux avec Jane Birkin et tout ça. Et après, j'ai fait peut-être 12 ou 13 films de Ouais. Ça a Claude. commencé quand La moutarde vous mentonnait, écoutez. Ouais. Ça, l'échalote, l'aile ou la cuisse. Ouais. Tu sais, au fond, on se dit, mais bon, on entend votre musique, on la reconnaît, on sait que c'est Vladimir Cosma, c'est vous. Ça, c'est un beau compliment. Il y a une patte, il y a quelque chose à vous. Ils vont mieux, quoi. Parce qu'on va entendre un tube, vous en avez fait plein. Alors là, c'est chanté par Nana Mouskouri, évidemment, écoutez. J'ai reçu l'amour en héritage. Un matin, au pays des cigales. Évidemment, L'amour en héritage, série télévisée. Ça, comment dire, vous prenez votre pied, comme ça, je veux dire, j'allais dire, un compositeur de chansons populaires. Vous savez, cette musique, j'étais chez moi et j'arrivais pas à m'endormir vers 1h du matin. Et je pensais à cette musique dont on m'a commandé de proposer un thème, etc. Et puis je trouve 3 notes. Pam, pi, pam, pam. Et ça serait bien comme début, je me dis, de commencer la chanson. Pam, pi, pam. Puis je me dis, mais c'est trop simple. Je voulais me lever du lit pour la marquer. J'ai dit, mais non, mais demain matin, je vais me rappeler de ça. Mais quand même, je suis allé et j'ai marqué ces 3 notes. Et le lendemain, ces 3 notes ont été la base de cette chanson, qui est devenue une des chansons les plus connues. Irrésistible, Ouais. écoutez. Alors, là, il y a un truc, quand on entend une musique, on va pas forcément reconnaître tout de suite le film. On va écouter, écoutez ça. C'est Toute Ouais. l'âme slave, là. c'est Michel Strogoff. Oui, Toute l'âme slave, vous dites, Oui. Vladimir. toute l'âme slave, oui. Il y a beaucoup de vous, là. Je suis pas slave, mais si vous dites qu'il y a de Ouais. moi là-dedans, je suis d'accord. Il y a quelque chose de Oui. ça. Ouais. Il y a quelque chose de slave parce que les Slaves ont sévi beaucoup en Roumanie, mais la Roumanie était un pays latin, n'est pas un pays slave. C'est le seul pays latin de la région. Les Bulgares, les Polonais, les Hongrois, tout ça, c'est des Slaves ou autre chose, mais pas de latin. Le seul pays latin de cette partie de l'Europe orientale, si je peux dire ça, c'est la Roumanie. Ouais. Beaucoup de tendresse, d'émotion dans cette musique. Alors, vous allez retrouver Claude Zidi. Vous avez tellement fait de musique de feu, on va pas tous les entendre, mais c'est un bonheur de les entendre avec vous, Vladimir. Vous avez dit dans ce livre, « L'aile ou la cuisse m'a bien nourri ». Vous vouliez dire C'était quoi? plaisant. Oui, C'est une plaisanterie par rapport oui. à Mais c'est un par carton, rapport- oui. succès encore. succès énorme et c'est redevenu maintenant, si vous voulez, parfois il y a une espèce de concours entre mes musiques, celle qui est plus connue l'une que l'autre. Et ça fluctue pendant des années.
c'était le Grand Blond qui était indiscutablement la musique la plus connue que j'ai faite. Puis petit à petit, le Rabbi Jacob a pris du terrain et est devenu plus connu. Et il y a RTL ou il y a des radios qui font des statistiques comme ça. Et donc, quand j'ai vu que le Rabbi Jacob a dépassé ça, c'était un événement. Surtout que le Grand Blond a baissé encore un peu plus parce que la chèvre a pris sa place. Oui. Donc il y avait le Rabbi Jacob, il y avait la chèvre et puis le Grand Blond venait en 3e position. Ouais. Mais quand la boum est arrivée, alors là, Ouais. Ça va boomer, on va l'entendre va après. Tiens, je boomer. pensais au dîner de con aussi. Vous avez fait le dîner Comment de con. Le dîner de con, vous l'avez fait aussi. mais après, Mais ça, écoutez, pour une comédie culte du cinéma français, c'est inattendu. Écoutez ça, écoutez bien. C'est le Père Noël, Père Noël est une est une ordure. ordure, oui. Non mais je dis parce que ça, on s'attend pas à une comédie là. Oui. Pourtant c'est une des plus grandes comédies françaises. Quelle musique vous faites Oui. là? mais dans ce film, il y a aussi Destinée, Ouais. la chanson Destinée qui a été un tube qui Ouais. est Non, continué. mais il y a ça, c'est pour ça que je voulais qu'on entende celle-là, c'est qu'on entend ce début. Puis après, on va écouter Destinée, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a les deux, comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez prendre à rebours, comme ça, le spectateur, avec vos musiques. Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer. Il faut rappeler quand même que vous l'aviez utilisé dans Les Soudoués en vacances. Je l'ai utilisé par la force des choses, puisque je l'ai écrite d'abord pour les Soudoués en vacances. Là, ça a été un carton, promis au top sur Europe 1, etc. Et puis, une année plus tard, je reçois un coup de téléphone et la demande de faire la musique du Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiret, un film dont je ne m'attendais pas parce que je ne connaissais pas ni le metteur en scène ni rien du tout. Donc on m'engage pour la musique, mais on me dit depuis le début tu vas faire toute la musique, mais la chanson du film, ça va être quelque chose de préexistant. On va prendre une chanson, un slow de Julio Iglesias, et les deux personnages principaux vont danser une danse de bon. C'était comme ça. Bon, alors j'ai enregistré la musique avec la musique que vous avez entendue, un peu de jazz, un peu swingle singers comme ça. Et puis je reçois un coup de téléphone d'urgence du metteur en scène et du producteur. Vladimir, on a un grave problème, c'est qu'on ne peut pas avoir la chanson de Julio Iglesias qu'on voulait avoir pour la scène en question. Vous savez, quand les deux dansent, là, le couple... Christian Clavier et Thierry Lhermitte. Voilà, qui dansent cette scène irrésistible. Et donc, on doit la mixer demain. Est-ce que tu n'auras pas par hasard quelque chose qui puisse remplacer ça, un slow, une musique qui... Alors, tout d'un coup, l'idée me revient, j'ai la musique du Père Noël est une ordure, mais ça pourrait parfaitement correspondre à la scène, ça collera absolument bien. Mais il faut que j'ai l'accord de tout le monde, de Zidi, de Guy Marchand, de tous les participants. Tout le monde était ravi. On donnait leur accord qu'on réutilise la musique dans la même. Donc la voilà de nouveau propulsée dans les sphères du top 50 au plus haut pour la deuxième fois en 2 années. Et maintenant, on ne sait pas si c'est la musique du Père Noël est une ordure ou la musique des Soudoués, plutôt du Père Noël. Celle-là, on sait, c'est qu'on va entendre, on sait de quel film elle est, parce que c'est comment dire, alors la culte n'est pas assez fort, c'est Sophie Marceau. On voit, dans le bouquin, il y a des photos, on voit avec Sophie Marceau et gamine. Oui, dans le studio. Oui, pour la boum.
Ouais. Quel souvenir vous avez de ça? Un souvenir qui a grandi avec le temps. Parce que au moment où ça s'est passé, c'était une petite fille qui avait beaucoup de talent, etc. Mais on n'imaginait pas le développement de Sophie Marceau et de ce film et de cette musique. Donc maintenant, c'est devenu une espèce de mythe, quoi. Richard Sanderson. Écoutez. Fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Vous retrouverez Gérard Houry, un film incroyable avec Bébel, avec Jean-Paul Belmondo. C'est l'As des As. Ça aussi, c'est quand même un sacré truc, non? Vous parlez de la compétition avec Ouais. Morricone, avec Ah tout ben ça. oui, parce qu'il y a Morricone qui devait faire cette Il musique. devait faire de la musique, oui. C'est-à-dire Ouais. que c'était René Château. Il avait fait le professionnel. Il a fait faire le professionnel, puis Morricone, vous voyez, il n'y a pas à le présenter. C'est un immense compositeur qui pouvait très bien faire ça et René Château le voulait absolument. Seulement Gérard Houry avait en mémoire la musique que j'ai faite pour lui, pour le Rabbi Jacob. Et dans l'As des As, il avait besoin d'une musique qui mélangeait le folklore juif avec la danse bavaroise et tout ça. Il y avait tout un ballet au début du film où il avait, lui, l'impression qu'il n'y avait que moi qui pouvait faire cette musique-là. Donc, il ne voulait pas de Morricone, curieusement, et il voulait de moi. Seulement, René Château, qui était l'homme de Belmondo, etc., il voulait absolument Morricone, à cause du professionnel, etc. Et donc, il y a eu une espèce de combat entre Houry et René Château. Alors, il se fait que Houry est allé voir Belmondo même, lui raconter le problème, lui dire « Qu'est-ce que tu aimes Vladimir Cosma, la musique ?» L'autre dit « Oui, j'aime beaucoup, il a fait l'animal pour moi, très très belle musique, etc. » Il lui dit « Parce que moi je voudrais le prendre pour la danse, etc. » Et Belmondo, qui n'était même pas au courant de ces intrigues de château et tout ça, il dit « Mais prends-le, il est très sympa, il n'y a aucun problème. » Et alors là, il a été obligé de me prendre. Écoutez. Complètement inoubliable. Le bal, Ettore Scola, ça, César, meilleure musique de film, et quand même un film musical, pratiquement aucune parole. Alors là, c'est le rêve. Il n'y a que le rêve, mais c'est 2 heures de musique à faire avec des... Mais le film, ça a été pour moi une espèce de tragédie à l'italienne, comico-tragédie, comment on dit? Une tragicomédie, pardon. Tragicomédie à l'italienne, parce qu'il y a eu un combat entre Scola et le distributeur du film qui était Richard Peset. Scola avait pris son compositeur attitré Armando Trovaioli, qui a écrit les musiques avant le tournage du film, qui lui convenait très bien, qui lui plaisait, mais qui ne plaisait pas au distributeur qui refusait de sortir le film avec cette musique. Il a demandé qu'on refasse la musique. Alors, drame, vous pouvez vous rendre compte, mais Scola a été obligé, puisque l'autre refusait de sortir le film, et il refusait de le sortir pour les Césars, pour la présentation des Césars. Il y avait une date précise, etc. Donc ça a été un combat que j'ai réussi enfin à mener au bout. Et donc j'ai fait cette musique qui est pour moi quand même un souvenir
important puisque c'est une musique d'un film qui n'est pas une comédie habituelle, qui a un tantinet intellectuel qui m'a permis d'avoir un César, parce qu'on ne donne pas les Césars à la Boum ou à la Gloire de mon père ou à des films de ce type-là. On les donne à des films quand une aura un peu plus classe, plus noble. Donc j'ai eu les Césars soit pour Le Bal, soit pour Diva, qui ne sont pas des comédies, qui sont des films qui ont un arrière-plan un peu intellectualisant. Ouais. Dommage. Non mais dommage, parce que là on va entendre une musique, vous l'auriez mérité le César. Parce que alors s'il y a une musique de vous qui reste, c'est ça, écoutez. La chèvre, oui. Mais on ne donne pas de César à ça. On n'a jamais donné un César à Francis Weber ou à Dabadi ou à des gens comme ça. On donne à des gens qui se prennent la tête un peu. D'ailleurs, pas seulement en France. Même Chaplin n'a jamais eu d'Oscar en Amérique ou les Marx Brothers ou tout ça. Ouais. C'est comme ça. Oui, Ennio Morricone a eu un Oscar d'honneur avant d'être... Il n'a pas été récompensé sur Mission, par exemple, qui était l'une de ses plus belles musiques. Il n'a pas eu l'Oscar. Vous l'avez rencontré d'ailleurs. On a une photo avec Ennio Morricone. Oui. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous dites grands compositeurs de musique de film, Vladimir Cosma rencontre Ennio Morricone? Vous vous dites quoi? On se dit des histoires de musiciens de musique de film. D'abord, on parle toujours avec un interprète, parce que Morricone ne parle pas un mot ni de français, ni d'anglais, ni de rien, il parle que l'italien. Donc on parlait, il y avait une traductrice. On n'a pas parlé ni de l'As des As, ni des musiques qui nous ont mis en concurrence ou en compétition. La rencontre a été extrêmement sympathique, extrêmement agréable, comme on voit sur la photo d'ailleurs. Et voilà, j'ai un souvenir agréable. Tiens, parce que comment c'est éclectique la musique de Vladimir Cosma. J'ai une pépite peu connue. Écoutez ça, ça va vous surprendre. Parce que vous avez aussi fait des musiques pour des dessins animés. Écoutez. Astérix est là, ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Astérix est là, seul contre les dieux, contre l'odieux César. C'est Plastique Bertrand. Oui. Et vous, c'est encore du Vladimir Cosma pour Astérix et la surprise de César, dessin animé. Ça aussi, vous aimez bien aussi faire ça, hein, les dessins animés. Écoutez, pour moi, c'est de la musique. Je ne fais pas de différence entre un grand film de cinéma ou de télévision ou des dessins animés. Je fais ce que je peux de mieux, ce que le film m'inspire. Et j'ai eu la chance de faire quelques dessins animés qui ont eu une très très grande résonance. En dehors d'Astérix, j'ai fait Les Mondes Engloutis, par exemple, qui est une série qui a un succès extraordinaire au niveau discographique, etc. D'ailleurs, lors de mon dernier concert au Grand Rex l'année passée, j'ai joué cette musique qui est demandée chaque fois et qui a eu un énorme succès. Ouais, le Grand Rex, 16, 17, 18 juin prochain, vous serez sur la scène du Grand Rex et il y aura des images en même temps de tous ces films et vous dirigerez le grand orchestre. Si Dieu le veut. Ouais, oui, mais parce que le public le veut en tous les cas, parce que le public vous adore. Non, parce que je disais ça, vous disiez le César, vous en avez eu plusieurs, mais si on vous avait dit un Oscar, quand même, on vous dirait, vous Vladimir Cosma, l'Oscar d'honneur. Vous diriez quoi? Vous diriez quoi au fond? À qui vous penseriez à ce moment-là? Je penserais à celui qui a fait la statuette. Je ne sais pas, je pensais à rien. La seule chose, quand j'ai eu ces genres d'honneurs qui ne m'émeuvent pas plus que le fait de les avoir. Parce que si vous ne l'avez pas, on vous dit tout le temps, on vous a vu à la télé pour la soirée des Césars, vous méritez de l'avoir, mais vous ne l'avez pas eu, c'est un autre. Il faut presque s'excuser qu'on n'a pas eu. Une fois qu'on l'a eu, on l'a eu et c'est bien, ça va. Donc, c'est tout. Pour moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'émeut beaucoup plus, c'est le public, le succès public. C'est-à-dire quand j'ai des disques d'or, ou quand je sais que quand je vais dans la rue
et j'entends des gens qui sifflent ma musique, qui la chantent, ou autre chose, ça me fait plaisir réellement. Parce que la musique est faite pour les autres et je la fais pas uniquement pour moi, pour me glorifier ou pour avoir une statuette de plus ou de moins. Mais quand je vois les gens qui s'emparent de ma musique comme si c'était la leur, ça c'est formidable. Oui. D'ailleurs, vous dites, la musique, c'est le partage. Le partage. C'est un mot qui est fort, hein? Oui, absolument. Ça veut dire qu'au fond, le petit Vladimir, dans son enfance, qui rêvait peut-être un jour de ressembler à... Il se disait, tiens, je ferai des musiques de films, ou je ne sais pas. À quoi il rêvait, d'ailleurs? Ben, je rêvais à faire de la musique, pas de film, à faire de la musique de concert. J'allais dans la plus belle salle de Roumanie qui est dans le livre photographié. J'ai déjà dirigé, mais c'est une très très belle salle. J'allais aux répétitions, entendre tout le répertoire classique, tout ce qui m'a nourri musicalement. Et j'avais un jeu parce c'est une belle salle et il y a un hall d'entrée là-bas où il y a des sculptures en marbre et tout ça. Et je mettais une petite pièce de monnaie dans un des trous de cet endroit-là. Et chaque fois, chaque samedi ou chaque dimanche que je revenais, j'allais voir si la pièce est toujours au même endroit. Et pendant des années, elle n'a pas bougé. Alors, curieusement, après, je suis parti de Roumanie et je suis revenu quelques années plus tard et j'ai donné un concert moi-même dans la salle de l'Athénée roumain où il y avait ça. Et à l'entracte, je suis allé voir à l'endroit où j'avais mis la pièce, voir si elle était là. Malheureusement, on a peint, on a fait le ménage. On nettoie de temps en temps, une fois tous les 50 ans en Roumanie. Donc, il n'y avait plus cette petite pièce. Et évidemment, pour le compositeur comme vous, qui rêviez de grand orchestre, de jouer comme ça dans des salles, évidemment, un jour, vous allez composer la musique de Diva de Jean-Jacques Benex. C'est évidemment le César de la meilleure musique de film qui va vous récompenser. Mais là, peut-être pour se quitter, on va entendre une trompette incroyable. C'est celle de Chet Baker. Et, oui, c'est Salut l'artiste. parce qu'il y a les orchestres, mais il y a parfois les solistes qui surplantent un orchestre. Alors, Chet Baker, avec sa trompette magique, si je peux dire ça, c'est un artiste inoubliable que j'ai connu quand j'avais 13 ans. J'ai découvert le jazz grâce à Chet Baker, au quatuor de Jerry Mulligan, dans lequel il jouait. Et je me suis dit, si un jour je pourrais travailler avec lui, je le rencontrerai. Et ce jour-là est arrivé et j'ai fait un disque avec Chet Baker, voilà, dont on écoute un petit extrait. Ouais, qui est tellement émouvant avec cet instrument incroyable et la vie cabossée de Chet Baker qui était la sienne. Mais le titre du film, c'est Salut l'artiste. Oui. Salut l'artiste. J'ai envie de Salut vous le dire à l'artiste. vous, Vladimir Cosma, salut l'artiste. Quand même. Salut. Ça, c'est vrai que, quand même, quelle carrière. Écoutez, merci. Quand vous regardez tout ça, vous dites, bah, c'est moi qui ai fait tout ça, non? Vous dites quoi? Bah, je me dis, je constate, je constate. Mais merci de me mettre en valeur et de parler si gentiment de ma musique. Et voilà, à bientôt. Oui, mais vous savez que sans vous, ces films-là n'auraient pas eu la même saveur, que vos musiques sont attachées à l'esprit, à la mémoire collective, que de toute façon, elles appartiennent au bon sens du terme, au peuple. Voilà. C'est vrai? C'est le but, oui, bien sûr. D'ailleurs, vous savez, dans mes mémoires, un des premiers chapitres, je rencontre ma rencontre avec une vieille dame qui était professeure de violon, qui était venue m'entendre à un concert quand j'avais 6 ou 7 ans. Et je jouais au concert, accompagné par mon père, je jouais un concerto de Bach. Et pendant que je jouais, je fermais les yeux, j'étais très ému parce que la musique était belle, etc. Bon, après le concert, je vois cette vieille dame qui s'appelle Madame Nitsulescu Lupu, qui me dit, jeune homme, c'était pas mal, mais pourquoi vous fermiez les yeux quand vous jouez?
J'ai dit, mademoiselle, vous savez, la musique est tellement belle, ça me donne tellement d'émotions. J'ai écouté ça. Mais oui, mais pendant que vous fermez les yeux, vous ne regardez pas votre bras droit sur l'archet, vous ne regardez pas où vous mettez les doigts, vous faites n'importe quoi. Ne vous imaginez pas. J'ai dit, oui, mais écoutez, moi, ça me donnait une émotion. Bon, je racontais mon histoire d'émotion. Alors, elle me dit, mais vous ne jouez pas pour vous émouvoir vous-même. Vous êtes là pour émouvoir le public. Or, si vous regardez pas ce que vous faites, vous ne jouez pas au mieux de votre forme et le public ne va pas être ému. Vous peut-être, mais pas le public. Alors j'ai compris à ce moment-là qu'on ne faisait pas de la musique uniquement pour se faire plaisir et pour s'émouvoir soi-même, mais pour la transmettre aux autres et pour émouvoir le public. Merci beaucoup, Vladimir Cosma. Vos mémoires, mes mémoires, du rêve à reality, sont publiés chez Plomb. Et il y a tellement encore d'autres souvenirs. Et tellement, c'est nos propres souvenirs qui ressurgissent avec vous, avec vos musiques inoubliables. Merci beaucoup, Vladimir. Avec plaisir et à bientôt, cher Patrick.